Nous sommes en ligne désormais avec Meyer Habib, l'ancien député notamment de la circonscription des Français établis hors de France, établis en Israël. Bonjour et merci d'être avec nous, Meyer Habib. Nous avons fait appel à vous parce qu'on a déjà débattu l'heure précédente de cette lettre de Benyamin Netanyahou à Emmanuel Macron, où dedans, pêle-mêle, il explique et il constate que les faits antisémites ont absolument explosé en France, qu'il rend aussi Emmanuel Macron responsable de cette situation, notamment en raison du fait qu'il veuille reconnaître l'État de Palestine. Vous-même, vous avez échangé récemment avec Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'il vous a parlé de cette lettre et de cet état d'esprit, Meir Habib? J'ai rencontré il y a moins d'une semaine, il y a 6 jours de cela, pendant près d'une heure et demie à son bureau, le Premier ministre Netanyahou. Israël ne va pas rester, comme je l'ai dit, les bras croisés face aux provocations de la France. On est passé avec Emmanuel Macron d'une coalition pour Israël. Je vous rappelle que 50 Français ont été tués, au-delà de 1200 Juifs, dont des civils, des femmes, vous en avez parlé maintes et maintes fois, des femmes violées, des familles entières brûlées par des barbares islamistes, les mêmes qui ont défiguré notre pays. Mais on est passé d'une coalition internationale pour aider Israël à détruire le Hamas et les djihadistes, à une coalition internationale pour reconnaître un État palestinien, pour donner une prime au Hamas, une prime au terrorisme, une prime au djihadisme. C'est ça qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Et c'est pire, comme on le rappelait avec Benjamin Netanyahou. Emmanuel Macron avait posé 4 conditions. Lui avait posé 4 conditions, pas Netanyahou. La première, c'était la libération de tous les otages. Il y avait aussi le fait que le Hamas sorte de la bande de Gaza, la reconnaissance d'Israël par les pays de la région et des changements dans l'autorité palestinienne. Aucune, et le dit Char, de ces 4 conditions n'ont été respectées. Mais si on avait eu au moins une seule, c'est-à-dire la libération des otages, vous avez vu dans quel état sont les otages. Il n'y a pas de famine à Gaza. C'est la guerre, c'est compliqué pour certains, mais les Gazaouis mangent. Il y a 2 millions de tonnes qui ont été larguées. Ça fait à peu près 1 tonne par habitant depuis le début du conflit. Par contre, c'est la guerre. Il y a hélas aussi des pertes civiles. Mais Macron est en train de donner une prime au Hamas. Et il donne un vent, une poussée, même si c'est indirect, à l'antisémitisme en France. Macron, Emmanuel, le président de la République, n'est pas venu à la manif contre l'antisémitisme. Je vous rappelle, vous le savez, vous l'avez peut-être rappelé tout à l'heure, il pouvait venir, c'était une manifestation unitaire. Il n'est pas venu, et je le regrette jusqu'à maintenant énormément. Mais c'est pire que ça. Il a boycotté à 3 reprises, aux 3 salons, vous le savez, à Eurosatori, au salon du Bourget et à Euronaval. Il a interdit aux sociétés de défense israéliennes, avec des raisons abracadabrandesques, de rentrer. Les Israéliens ne pouvaient pas rentrer. C'est ça, s'occuper de la sécurité de l'État d'Israël. Qui défend nos valeurs judéo-chrétiennes dans cette région, si ce n'est l'État d'Israël? Moi, je suis pour un État palestinien. Mais vous savez où? En Jordanie, parce que la Jordanie, avant 1923, s'appelait la Palestine. Il y a déjà eu un partage immense. Mais en imaginant que la France, et c'est la position traditionnelle de la France, a une autre idée là-dessus. Comment peut-on récompenser des djihadistes, des terroristes? Qu'est-ce qu'a fait François Hollande, pourtant qui est socialiste, après les attentats à Paris, le Bataclan? Il a détruit avec une coalition les islamistes à Raqqa, à Mossoul, et on sait le nombre des dizaines de milliers de victimes, y compris civiles, qui a eu lieu sans envoyer les troupes au sol. Meir Habib, justement sur cette lettre et pour les vivres qui sont donnés à Gaza, ce sont vos chiffres, ce ne sont pas ceux que nous avons, nous, que vous avez donnés. Mais on voit que Benyamin Netanyahou, dans sa lettre, parle notamment et donne une sorte d'ultimatum à Emmanuel Macron d'agir avant le 23 septembre. Qu'attend-il vraiment d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est une prise de parole? Est-ce que ce sont des actes qui vont plus loin qu'une prise de parole? Comment on doit l'interpréter? Quel est l'espoir de Benyamin Netanyahou qu'il met dans cette lettre et qu'est-ce qu'il attend en retour de la part d'Emmanuel Macron et autres d'ailleurs, parce que Emmanuel Macron n'est pas le seul à avoir reçu cette lettre, on le rappelait tout à l'heure. Il y a eu 4 lettres. Accessoirement, c'est 4 pays qui ont des communautés musulmanes extrêmement importantes, et en fait, on est en train de céder par rapport à cette pression des communautés musulmanes. Mais tout le monde devrait être contre les djihadistes, y compris les musulmans, comme c'est le cas par exemple de l'imam Chalgoumi, mais ce qui n'est pas le cas. En réalité, je vais vous dire, la France, encore une fois, est à la tête de cette coalition anti-israélienne. Et Benjamin Netanyahou ne va pas rester les bras croisés. Il y a des mesures qui ont été évoquées, comme par exemple la fermeture du consulat de Jérusalem, de France à Jérusalem, puisque la France va en faire l'ambassade de Palestine. Moi, je suis très attaché à ce consulat. J'étais élu à 4 reprises, les élections notamment ont lieu là-bas, mais je souhaitais d'ailleurs, un des anciens ambassadeurs souhaitait la même chose, que ce consulat de France à Jérusalem devienne l'ambassade de France
en Israël, parce que c'est comme ça que ça doit être. Mais si jamais la France va au bout, et c'est une date extrêmement symbolique, Benjamin Netanyahu le rappelle dans sa lettre, le 23 septembre, c'est Rosh Hashanah, le nouvel an juif, qui est quel cadeau il ferait aujourd'hui aux djihadistes, aux terroristes. Et d'ailleurs, le Hamas a dit, c'est un magnifique cadeau. Ils ont salué la position de la France. Donc il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux. Le peuple français, 70% des Français sont contre la reconnaissance unilatérale, comme le souhaite le président de la République Macron. Alors je comprends que la Constitution lui donne certains pouvoirs, mais pas tous les pouvoirs, pas celui d'aller contre les intérêts, pas simplement d'Israël, pas simplement du peuple juif, les intérêts de la France. Parce que nous avons été défigurés par les djihadistes, par les terroristes. Le père Hamel a été égorgé dans son église. Des enfants qui regardaient un feu d'artifice ont été massacrés le 14 juillet. Un patron dans l'Isère a été empalé par son employé. Des enfants de policiers ont été massacrés par des djihadistes, etc., etc., etc. Donc il faut comprendre qu'Israël est en première ligne par ce fléau qui menace la France. Alors si jamais Emmanuel Macron veut faire un État palestinien dans un certain zone de non-droit, des quartiers perdus de la République, qu'il le fasse. Est-ce que Netanyahou, lui, se mêle de l'indépendance de l'accord, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte, de la Réunion ou d'autres? Évidemment que non. C'est un problème intra-français. Et je souhaite que toutes ces contrées restent bien évidemment françaises. Je voudrais vous interroger, Meyer Habib, pardon, parce qu'il nous reste peu de temps, mais on a parlé de recrudescence des actes antisémites. Ça s'est passé à Villeurbanne. C'est le maire de la commune qui s'exprime sur les réseaux sociaux. Il explique qu'il y a quelques mois, ils ont fait poser une plaque en hommage aux justes de la ville. Ces derniers qui ont contribué donc à sauver des juifs. Et ils ont découvert que cette plaque a été arracher. Le mariage de la lâcheté et de la bêtise doit nous inquiéter et nous mobiliser. Aucun acte antisémite ne doit être minimisé. Meyer Habib, il nous reste peu de temps, mais en quelques mots, on voit malheureusement que ces actes antisémites contre des biens, des personnes, des lieux de mémoire, ils se multiplient sur notre territoire et avec une classe politique aujourd'hui qui semble s'habituer. Le mot est peut-être dur, mais on voit que lors des premiers actes antisémites, toute la classe politique, à l'exception sans doute de la gauche, montait au créneau. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, face à ces actes, eh bien, on a assez peu de réactions malheureusement. Hélas, ça vous étonne, Élodie Huchard? Moi, ça ne m'étonne pas. On a scié l'art de Ilan Halimi, on a violé une jeune fille de 12 ans il y a un an de cela. On a attaqué des rabbins, on a brûlé des synagogues, mais on démarre toujours par les juifs, et puis après ça s'étend sur l'ensemble de la communauté nationale. Hélas, je dis qu'il y a une responsabilité directe aujourd'hui de ce climat d'antisémitisme par les décisions du président de la République. Je suis extrêmement triste parce que j'avais des rapports extrêmement amicaux, même si je n'ai jamais été de son bord politique avec lui. Personne ne comprend, y compris les Français en particulier, où il va au niveau de la politique intérieure, mais aussi de la politique extérieure. Et il est en train de mettre de l'huile sur le feu, il attise l'antisémitisme. Je vous invite à regarder ce qui se passe sur mon mur, sur mes réseaux, les menaces de mort. En permanent, je vis avec ça, mais c'est du Nord, les gens, c'est comme ça, c'est la vie, mais jusqu'à quand? C'est normal, on va s'habituer à ça. Donc vous faites aussi sur CNews un travail remarquable avec d'autres journalistes aussi pour faire en sorte que votre intérêt, c'est la France, c'est au-delà d'Israël, c'est que notre pays reste ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, un pays d'accueil, un pays de tolérance, mais un pays qui garde ses racines judéo-chrétiennes et ses valeurs. C'est ça qui est important. On est en train de les perdre, hélas. Et le président de la République met de l'huile sur le feu par ses décisions intempestives qui vont à l'encontre de l'intérêt de la France, évidemment aussi de l'intérêt de la justice et de l'intérêt de notre ami, notre allié de l'État d'Israël. Et ça, les amis d'Israël, la communauté juive ne l'oubliera pas. Merci beaucoup, Meyer Habib, d'avoir été avec nous pour parler de cette lettre du Premier ministre israélien adressée à Emmanuel Macron. Julien Drey, je voulais vous faire aussi réagir là-dessus parce que cette lettre, elle est extrêmement claire. Benyamin Netanyahou revient sur un certain nombre d'actes antisémite, s'interroge sur ce calendrier et on appelle véritablement à Emmanuel Macron de prendre la parole. Il dit que l'antisémitisme est un cancer qui se diffuse quand les dirigeants se taisent et qui recule dès que les dirigeants parlent ou agissent. Alors, plusieurs choses. D'abord, la montée de l'antisémitisme touche la France, mais la tristesse, c'est qu'elle ne touche pas que la France. Non, on a vu les chiffres dans le monde où il y a une augmentation des faits aussi. Par exemple, l'Australie est en train de battre tous ses records et dans une situation qui devient de plus en plus dramatique même. Bon, donc il s'est passé quelque chose et c'est là où la responsabilité des dirigeants politiques est interpellée. Ce quelque chose, c'est qu'on a laissé un récit s'installer
avec des mots qui étaient très forts et qui forcément conduisent à la montée de l'antisémitisme. À partir du moment où vous dites que l'État d'Israël est un État génocidaire, à partir du moment où vous multipliez les références à l'histoire, j'entends M. Émeric Caron me dire sur les tweets que Israël fait pire que les nazis. Oui. Voilà, quand vous laissez dire ces choses-là, quand pendant des mois et des mois ces choses-là sont explicitées, et quand les plus hautes instances du pays, en l'occurrence le président de la République lui-même, sur la question du génocide, il a quand même été pour le moins ambigu. Alors c'est pour ça que quand je disais qu'il ne connaît pas l'histoire, là aussi, c'était une référence, voilà. Donc, il a, alors, à partir de là, oui, il y a cette montée, cette responsabilité des dirigeants politiques par rapport à ce qui est en train de se passer. Après, il y a un autre débat qui est posé, c'est effectivement, est-ce que l'opportunité aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'État palestinien le 20 septembre, dont on sait d'ailleurs par ailleurs que c'est qu'un geste diplomatique, hein, ça n'a aucune conséquence derrière, parce que l'ONU a déjà reconnu un État de Palestine à plusieurs reprises. Mais est-ce que c'est le moment où, justement, il faudrait plutôt pousser pour que le Hamas dégage définitivement de Gaza et qu'il y ait une autorité civile qui soit constituée et qu'on puisse avancer. D'ailleurs, malgré tout, les choses ont bougé un petit peu encore hier, hein, puisque la possibilité d'un cessez-le-feu est ouverte. C'est là aussi où il y a une responsabilité politique importante. Voilà. Alors après, j'ai une petite divergence, si vous me permettez, avec Meir Habib. Moi, je suis pas pour je suis pour un État palestinien. Et cet État palestinien, sur le fond, c'est ça qui est triste. Il était sur une carte dessinée dans ses moindres détails en 2020. Et c'est Yasser Arafat qui n'a pas voulu aller jusqu'au bout de cet accord qui était conclu par Bill Clinton et Ehud Barak. Martin Garagnon, je vous laisse aussi répondre parce que on voit Meir Habib très en colère, expliquant que Emmanuel Macron souffle sur les braises. Ça a mal commencé, c'est vrai, quand il ne s'est pas rendu à la marche contre l'antisémitisme. Il y a eu une première alerte de certains disant si on veut véritablement un sursaut contre l'antisémitisme, il doit y avoir en tête de cortège le premier d'entre eux, c'est-à-dire le président de la République. Oui, alors moi, la différence de Julien Drey, c'est j'ai pas un petit différent avec Meir Habib, j'ai un gros différent avec Meir Habib sur même à peu près tout. Je vais absolument pas commencer à essayer de justifier il était Emmanuel Macron. Proche de votre majorité que oui, mais c'est ce qui n'empêche pas. Moi, enfin, vous savez, j'ai beaucoup de désaccords avec des gens de mon parti et beaucoup d'accords avec des gens d'autres partis. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais je vais pas commencer à essayer de justifier Emmanuel Macron en l'excusant de ne pas être antisémite. Je vais même pas rentrer là-dedans. Nous n'accusons pas, Emmanuel Macron d'être antisémite. Je vais juste reprendre, parce que c'est toujours difficile après les 10 minutes de parenthèse de Meir Habib, de reprendre un fil de discussion, de raison et de vérité face aux excès et aux mensonges. Je vais vous prendre, j'ai pas pris de notes, hein, mais de tête, Meir Habib fait de Emmanuel Macron un antisémite et un complice d'une organisation terroriste. C'est à peu de choses près, c'est ce qu'il a dit. C'est d'ailleurs à peu de choses près ce que Netanyahou dit dans sa lettre. Sur le fond et sur la forme, ancien député de la République, je trouve assez cavalier dans son expression au président de la République. Macron, enfin, quand on est ancien député, on a quand même un certain respect des institutions et des fonctions. Il parle de guerre en disant la guerre c'est compliqué. Mais il y a des milliers de morts civils innocents, des enfants, qui n'ont rien à voir avec le Hamas. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il aurait dit si un député de la France avait dit la même chose du 7 octobre. Ah bah oui, mais vous savez, le 7 octobre, c'est compliqué. C'est ce qu'ont fait le LFI quand ils ont été incapables de dénoncer le Hamas comme un mouvement terroriste. On s'est tous levé pour dire que c'était une saloperie d'avoir ce discours-là. Donc Meir Habib, il fait pareil. Mais c'est le revers de la pièce. C'est-à-dire que Netanyahou a besoin du Hamas et le Hamas a besoin de Netanyahou. Quand Meir Habib nous explique que parce que le Hamas a félicité Emmanuel Macron, ça montre bien qu'en fait c'est une mauvaise décision, mais il n'est pas obligé de prendre pour argent comptant ce que va déclarer le Hamas. Mais c'est pas comment d'être remercié par un groupe terroriste. En fait, il nous livre une guerre informationnelle, on le sait, on le dénonce au quotidien. Donc je veux dire, ne tombons pas dans le piège tissu de fil blanc à dire vous voyez, Hamas le dit, donc il faut prendre ça pour argent comptant. S'il ne l'avait pas fait la déclaration de la reconnaissance de l'État palestinien, le Hamas ne l'aurait pas félicité. Oui, mais je viendrai. Vous savez très bien que le Hamas une action suscite une réaction. Mais la question qui est posée, vous pouvez polémiquer avec Meir Habib. J'aurais bien aimé avoir une discussion avec lui. Les excès, mais on ne peut pas contester le fait que cette décision de reconnaissance de l'État palestinien telle qu'elle a été prise, d'ailleurs sans grande concertation et sans grande discussion avec, je dirais, le tissu parlementaire, ne serait-ce que ça, a suscité effectivement un moment pas très particulier que vous connaissez comme moi. Le Hamas était en train de signer la trêve. La délégation extérieure du Hamas signait la trêve. Et quand Emmanuel Macron a pris position pour la reconnaissance, notamment Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. La direction du Hamas a reçu les ordres
de la direction intérieure, en disant on ne signe pas parce qu'on a une bulle d'air possible. Et moi, je veux bien... Martin Garagnon, pour terminer j'espère sur qu'on ce aura l'occasion d'avoir un débat sur justement la légitimité de cette reconnaissance de l'État de Palestine. Oui. Et le mois de septembre, on nous en donnera l'occasion. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous êtes plus empreint de raison que Meilleur Habib sur ces questions-là. On n'est pas exactement la même plus apaisé, plus apaisant sur ces sujets-là. Simplement, là, ce que je voulais dire, c'était essayer de rétablir un certain nombre de contre-vérités énoncées par Meilleur Habib et de contre-vérités parfaitement excessives. Quand il parle de Gaza comme la Corse d'Israël, parce que c'est le parallèle qu'il a fait, expliquant que Gaza, c'était comme la Corse. Et que donc, à partir du moment où on parlait de Gaza, c'est comme si Netanyahou s'exprimait sur la Corse. Excusez-moi, enfin, c'est quand même une aberration. Là, on est dans l'excès, dans la caricature absolue. Donc, c'est pas servir la cause que l'on prétend défendre que d'agiter des peurs, que d'agiter des polémiques, que de traiter le président de la République Emmanuel Macron d'antisémite ou de complice du Hamas, parce que c'est globalement ce qu'il a fait pendant 7 minutes sur votre antenne, sans d'ailleurs sembler hésiter sur le choix de ces mots. Oui, mais regardez quand même. Si vous plaît, Julien Drey, dernier mot, parce qu'on a autre chose à faire. Habib il a dit qu'il n'était pas proche d'Emmanuel Macron. Qu'il l'avait été. Et il a quand même, je me souviens d'ailleurs d'avoir polémiqué avec lui, parce qu'il a quand même été très très proche. Il en a même vanté les mérites à multiples reprises. Mais regardez le chemin parcouru, y compris par un personnage comme Meilleur Habib. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation où celui qui était plutôt amical avec Emmanuel Macron, maintenant passe dans les excès que vous dénoncez et qu'on peut admettre sur un certain nombre de choses. Donc c'est bien que dans le comportement d'Emmanuel Macron et dans sa ligne politique, il y a des choses qui sont erratiques. Et c'est ce caractère erratique. En un mot, Martin Garagnon là-dessus et ensuite Vincent. Sur le lien qui est fait, je veux dire, de faire des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza des complices du Hamas, c'est aussi bête, aussi dégueulasse que de faire la des même Juifs qui va dans l'autre sens. Une équivalence avec les Israéliens et une équivalence avec les génocidaires. C'est une façon de polariser et de détruire toute autre option. Vous savez pertinemment. Mais c'est pas là la question. La question, c'est de permettre justement aux Palestiniens de se débarrasser du Hamas. Sur la déclaration du Hamas. Vous savez pertinemment que le Hamas est totalement opposé à cette reconnaissance d'un État, parce que ce que souhaite le Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël. C'est dans leur charte constitutionnelle. Mais si aux Nations Unies, le fait d'avoir, si vous me permettez, si aux Nations Unies, le 20 septembre, c'est Israël qui est mis en cause, qui est désigné comme l'État génocidaire, et que la France, d'un certain point de vue, a contribué à ça, je suis pas sûr que ça fait avancer la. Vous savez que le Hamas ne contrôle plus rien à Gaza, et que dans les conditions exposées par Emmanuel Macron, il y a évidemment l'éradication, pas le désarmement, l'éradication du Hamas et l'exclusion de la vie politique palestinienne du Hamas. Je vous signale qu'il a dit au départ que c'est des conditions. Je viendrai. Maintenant, il dit que ce n'est plus des conditions, que c'est plus des. En tous les cas, c'est clairement dans les courriers. Il y a 2 courriers qui ont été établis. C'est des conditions d'accompagnement. Un autre point là-dessus, Vincent Roy, ce qu'on voit, c'est que le président de la République commente aussi ce qui se passe pour le coup en Israël quand Benyamin Netanyahou a présenté son plan pour Gaza, qu'il a été approuvé d'ailleurs par sa propre armée, en expliquant qu'il était temps de nettoyer Gaza, mais non pas d'en prendre le contrôle à terme. Emmanuel Macron a parlé de risque de guerre sans précédent, de beaucoup de décès. Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, a fait exactement la même chose. Et cela, ça participe aussi malheureusement à un discours ambiant qui est de dire Israël est en faute. Regardez, Israël qui tente de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour éradiquer le Hamas. Eh bien, Israël est dans une course sans fin finalement vers la guerre permanente. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Mais il y a pour dépassionner un peu le débat. C'est bien. Voilà, c'était pas passionné là. Julien peut être beaucoup plus passionné. Merci. Il y a chez Emmanuel Macron effectivement parfois de très grandes, de très lourdes maladresses. Ça n'est pas possible. Dans l'état actuel du pays, après le 7 octobre, lorsqu'on pose la question à Emmanuel Macron, lorsqu'un journaliste l'interroge en lui disant « Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza ?» et qu'il dit « Ça n'est pas à moi de juger, c'est aux historiens à s'occuper de cette affaire », c'est une manière de répondre à la question qui ne convient pas. Quand il fait ça, il fait beaucoup de mal à la communauté juive en France. Mais vous savez, j'ai aussi des désaccords avec le président de la République. Bien entendu. Il leur fait beaucoup de mal. Alors voilà, il aurait répondu ça. C'est clair et net. Il aurait répondu ça. Il y a une définition juridique de ce qu'est un génocide. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Vous voyez c'est très important. Je vous rends hommage. Ce que vous dites vous-même, c'est que donc le mot génocide et l'hésitation qu'il a eue a forcément eu des conséquences. C'est ça que je veux dire. Il ne parlait pas du volet juridique du génocide. La question, c'était ce que retiendrait l'histoire de cet événement. D'accord. Mais
Mais il se trouve qu'en droit international, le génocide correspond à une définition dont les conditions ne sont pas réunies sur ce qui se passe à Gaza et que militairement, si Israël avait la volonté de mener un génocide à Gaza, en une semaine, le génocide... Oui, donc ça aurait pu être une réponse. S'il avait dit, en même temps, il y a la guerre est terrible, la guerre, il y a des morts, et chaque enfant qui meurt, qu'il soit palestinien ou israélien, est un drame pour nous tous et pour l'humanité, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans l'histoire au terme de la Shoah, le Rwanda, du Rwanda, etc. Oui. Je pense que ça pèse. Et un dernier mot, s'il vous plaît. Non, Vincent Roy, on va passer à Sabrina Medjeber, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Moi, je les écoute avec assiduité. Et vous avez bien raison, mais effectivement, il y a une autre partie de cette lettre qui est intéressante quand il dit que l'antisémitisme est un cancer et que quand les dirigeants se taisent, eh bien, ils progressent, ils se diffusent et qu'il faut agir pour éviter qu'ils ne se diffusent davantage et donc pour endiguer ce phénomène. On se demande maintenant quelle va être la réaction d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y aura une réponse ou non à cette lettre, puisqu'on sait que Benyamin Netanyahou, et Meir Habib nous l'a redit, attend des engagements et qu'il a fixé une date, c'est le 23 septembre prochain. Mais moi, je rejoins tout ce qui a été dit, je corrobore à tous les propos, mais Emmanuel Macron, en réalité, il porte une responsabilité depuis le fait qu'il n'est pas venu marcher le jour de la marche contre l'antisémitisme. Ça a été d'une violence symbolique pour les Français de confession juive qui se sont sentis abandonnés, je vous le dis empiriquement, par le biais de rencontres que j'ai pu faire ou de messages que j'ai pu recevoir. Donc ça, c'est une réalité malheureusement indéniable. Ensuite, mais sur la proportion, sur l'accélération, sur la multiplication des actes antisémites, ça n'est pas à Emmanuel Macron d'y répondre, c'est à la justice. Moi, je me souviens d'un article du JDD qui en parlait très bien. Combien de membres de la France insoumise ont été mis en examen pour apologie du terrorisme? Combien de membres de la France insoumise font justement, étendent presque leur admiration pour des membres de la France insoumise ou des terroristes? Madame Emma Fourreau, qui est allée flottiller vers Gaza, qui se félicitait de la libération de Georges Abdallah. On peut rappeler qui est Georges Abdallah? C'est de l'apologie du terrorisme, pardon. Madame Rima Hassan, qui parle de sang de martyrs qui ne doivent pas sécher, qui parle d'armer les franco-palestiniens, enfin qui invite les franco-palestiniens à s'armer de la même manière que les franco-israéliens. Je peux vous lister, les exemples sont nombreux, malheureusement. Tous les tweets immondes de certains membres de la France insoumise, si ce n'est pas quasiment pas tous, sur justement cette, comme disait Julien, ce matraquage-là du mot génocide, cette manière d'infiltrer les esprits par le biais justement de ce djihad défensif dont Madame Rima Hassan et ses compagnons de la France insoumise se servent pour asseoir justement leur pouvoir politique dans leurs bastions électoraux situés dans quelques enclaves communautarisées, voire islamisées en France. Donc évidemment, il y a un objectif clair, mais lorsqu'ils sont mis en examen pour apologie du terrorisme, ça fait quand même presque 2 ans. Où sont les résultats de la machine ou de la procédure judiciaire en l'espèce? Je n'en vois pas beaucoup. Oui, effectivement, elle l'a dit, Martin Garabia. Non, mais c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Allez, responsabilité symbolique, mais pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on parle